Ouais, ça marche. Bonjour, donc bienvenue au talk sur Puppet et M Collective. Alors c'est bien parce que Devoxx c'est une conférence très Java dans mes souvenirs, et j'ai réussi à parler d'un truc qui est pas du tout Java, mais qui est Ruby. C'est le seul langage qui est presque pire que Java en termes de performance. Mais bon, chouette, j'aime bien Puppet, c'est quand même bien. Alors un peu de trucs sur moi, histoire de me le raconter. Donc je travaille chez Red Hat, ça vous l'avez avec le t-shirt et puis les slides avec le rouge partout. En fait je travaille chez Red Hat Allemagne, donc à Berlin. Je suis consultant middleware JBoss. Enfin, en fait, j'ai réussi à me faire recruter comme ça, en me disant ouais, je fais du JBoss, c'est génial. Mais en fait, j'ai qu'un but, c'est de devenir un mec d'infra. Donc, j'ai passé des certifications Red Hat, Linux Server, Enterprise et compagnie. Mais bon, je suis déjà mauvais en Java, je suis assez mauvais aussi en Linux. Donc bon, pour l'instant, j'essaie de survivre comme ça en passant de l'un à l'autre. On peut me connaître aussi parce que je suis committeur sur PMD. PMD, c'est le truc horrible dans Eclipse qui vous gueule dessus quand vous écrivez des classes de travers. Vous savez, genre la classe doit être public final, machin, bidule. Bon bah ça, c'est moi, pas moi qui l'ai fait, c'est moi qui le maintiens. J'ai bossé aussi beaucoup sur Xradar, que vous avez tous oublié. Xradar, c'était SonarSource. C'était Sonar avant que SonarSource fasse Sonar. On peut l'oublier maintenant, hein. Je pense que ça marche plus du tout, hein. C'est plus ce que les gens le veulent. Je passe beaucoup de temps à enseigner, parce que j'aime bien parler. Voilà. Je travaille donc notamment, enfin je travaillais, je pense que ça s'est arrêté malheureusement, mais je travaillais à l'ESME Sudria, je faisais un TP de build, un redoutable TP de build et un redoutable TP de Java. Et j'ai aussi donné des cours à la Humboldt à Berlin, et je donne des cours à l'ISEP. Alors je fais un cours amusant à l'ISEP, je fais un cours sur le middleware. Comme je suis consultant middleware, c'est facile. Normalement, je sais quand même de quoi je parle. Mots-clés, supposés. Et j'écris souvent des articles très très longs dans Linux Magazine. Ils sont longs parce que je fais des longues phrases. J'ai un peu avec les points. Je ne vais pas mettre des points. Je fais des phrases très longues, mais bon. Bref, passons. On va parler de Puppet. Alors, qu'est-ce que Puppet? Juste show of hands, là. Qui connaît Puppet un peu? C'est comment ça marche? Ok, c'est bien. Vous allez vous ennuyer pendant le début de la conférence. C'est pas grave. Il y a un stade à la fin qui peut être intéressant pour vous. C'est un projet open source, sinon je ne serais pas là pour en parler. Je suis expert en truc open source. Je ne sais pas comment marche un truc propriétaire. À part éventuellement une requête SQL sur Oracle. Bon, Windows, je sais l'éteindre et le démarrer pour installer Linux, mais bon. Donc c'est open source. Ça sert à ça, non? Enfin bon, bref. Moi, dès que je vois un truc qui marche sur Windows, je fais épater, quoi. Je fais, putain, ça marche? T'as démarré un truc, ça fonctionne. Épatant. Et après, on passe sur le clavier, ça marche plus. C'est un truc incroyable. Passons. Donc c'est un produit open source, fait par Puppet Lab. Alors une des raisons pour laquelle, tiens le sol est mal traduit, une raison pour laquelle je parle de Puppet et pas de Chef ou pas de CF Engine, c'est qu'en tout cas à mon sens, aujourd'hui Puppet est leader du marché. C'est-à-dire c'est un peu lui qui est le plus adopté. Il est aussi assez utilisé dans le cloud, on l'utilise pour OpenShift chez nous, chez Red Hat. Alors évidemment, histoire de me faire chier, entre le moment où j'ai fait ce slide et maintenant, Amazon a racheté une boîte qui fait du Chef. Bon, d'accord, bah merci Amazon, vous me faites chier. Mais on va dire que dans l'ensemble, quand même, les gens utilisent beaucoup Puppet. Et ce qui est intéressant, on verra ça à la fin, c'est qu'il y a une vaste communauté. Vous avez beaucoup de choses autour de Puppet qui existent, beaucoup d'autres produits, et je pense que c'est quand même le signe d'un produit open source qui mature. Avoir un truc développé dans un coin par un mec brillant avec 5 mecs qui bossent dessus, c'est bien, c'est chouette, mais c'est pas ça qui fera un produit qui sera encore là dans 10 ans. Donc avoir une communauté avec beaucoup de gens autour, des produits qui s'intègrent, des choses en plus, c'est généralement l'indication d'un bon produit open source. Alors, que fait Puppet? Alors, c'est un truc que beaucoup de gens ratent. Beaucoup de gens pensent que Puppet fait de l'installation, ce qui est vrai. Mais Puppet fait surtout du maintien de système. C'est-à-dire que l'idée, c'est que vous avez Puppet qui tourne en temps régulier sur votre système et qui vérifie que ce qui devrait être installé et configuré y est. Et s'il n'y est pas, s'il voit un diff, une différence, il va corriger la différence et réaligner l'état de la machine par rapport à l'état qu'elle devrait avoir. Ça peut être un peu abstrait, on va voir ça mais un peu concret ensuite. L'intérêt aussi, ça c'est un intérêt, c'est quasiment la raison pour laquelle la conf s'appelle comme elle s'appelle, c'est que ça fournit une couche d'abstraction entre, disons, le système que vous utilisez, l'état dans lequel vous voudriez l'avoir. Moi, j'aimerais avoir une machine qui fasse tourner un web server, enfin un serveur web, pardon, on est en France, et le fait que si je suis sur Debian, il faut faire un apt-get install d'un truc qui s'appelle Apache, et si je suis sur RHEL, ce qui est bien, forcément, si je suis sur RHEL, je fais un yum install d'HTTPD, parce qu'on l'a jamais nommé en Apache. Il y a encore une typo, c'est incroyable. Bref, l'idée de tout ça, ce qui est vraiment intéressant, c'est que du coup, quand vous commencez à utiliser Puppet, vous allez vous rendre compte que toutes vos machines qui étaient avant, il y a une machine qui tourne dans un coin, je sais pas ce qu'elle fait, je sais pas ce qu'il y a dessus, ça disparaît parce qu'on centralise tout dans un fichier manifeste, ou plusieurs fichiers manifestes, encore autre chose, et on peut enfin avoir une vraie vision un peu globale de c'est quoi mon IT, qu'est-ce qui tourne. Idéalement, comme ça, on peut repérer la machine Zapata dans un coin qui sert à héberger tous les films que tout le monde télécharge avec le réseau de la boîte pour éventuellement arrêter de faire ça, c'est mal. Bien, mal, c'est mal. Puppet est composé,
On reparlera un peu de ça plus tard, mais Puppet est composé de deux composants logiciels. Vous avez un serveur, qu'on appelle souvent le Puppet Master, et vous avez un client qu'on appelle l'agent, Puppet tout court. L'idée, c'est que régulièrement, l'agent se réveille, il dit « Salut, serveur, moi c'est l'agent, dis-moi qu'est-ce que je dois faire ?» Le serveur il dit « Bah tiens, normalement, si tu es à jour, voilà ton état. » Et l'agent, il fait « Ah ouais, attends, j'ai le truc à installer, il installe ce qu'il faut, ou alors je corrige ça. » Hop, il renvoie tout au serveur, le serveur fait « C'est bien, tu peux continuer. » Donc l'intérêt, c'est que le Puppet Master fait un peu office de contrôleur ou de serveur central. Bon. En fait, j'aime pas le Puppet Master, généralement je l'enlève, mais on verra ça un peu plus loin. Ok, vue d'ensemble, je te Puppet. Donc ça reprend ce que je viens de dire à l'instant. Donc vous avez en rouge, ça des slides un peu Red Hat, hein, donc c'est très rouge et noir. En rouge, vous avez donc effectivement Puppet Master avec cette base de données qui est manifeste. Alors pour l'instant, le manifeste, c'est-à-dire ce qui contient l'ensemble de données, on va appeler ça un manifeste et on va mettre une base de données. On verra que ça peut avoir plusieurs formes. Donc Puppet Master, il parle avec des agents. Donc quand l'agent arrive, il dit salut Puppet Master. Alors là, c'est généralement si vous allez sur un forum Puppet, 95% des questions, c'est ce qui passe maintenant, c'est mon agent n'arrive pas à s'enregistrer auprès du master. Parce que le master, en fait, tout ça, c'est quand même fait par des gens qui pensent un peu à la sécurité. Un peu plus que dans le monde Java. Pas beaucoup plus, mais un peu plus. Et donc, la communication entre l'agent et le serveur sont faites entièrement chiffrées via SSL. Donc, au début, ils échangent leur certificat. Et le truc que vous allez faire, que tout le monde fait, que vous avez fait, hein, si vous allez faire quand vous avez commencé, vous allez démarrer votre agent la première fois, ça n'a pas marché, vous allez mal configurer le truc, mais le certificat sera passé. Alors, vous allez réinstaller l'agent, vous allez renvoyer la requête au serveur, et là, vous serez la même machine avec un certificat différent. Et Puppet, il dit, non, je t'écoute pas. Donc, il faut nettoyer les certificats, c'est le bordel. Bon. Donc, une raison pour laquelle j'aime pas le Puppet Master, mais bon, c'est vrai que ça fonctionne. Et ce qui est bien, c'est qu'après, la communication entre Puppet Master et les slaves est entièrement chiffrée. Donc, si vous passez des mots de passe là-dedans, ce qui est une à la con, mais bon, ce que vous pouvez très bien faire, au moins, le stagiaire qui s'emmerde, qui a vaguement vu, qui a eu un TP Etherhill 2 jours avant et qui se dit « Ah, et comment on fait Etherhill ?» Il va pas récupérer le mot de passe de la machine en production. De toute façon, il n'a pas récupéré ses passwords. Bien. Donc, une fois qu'on a établi cette communication, qui ici peut dire « J'ai aucune machine en prod, donc le mot de passe et le password ?» Bon, voilà. Il y a un mec qui avait la main quelque part? Non, personne. Bon. Une fois que c'est fait, l'agent il va faire plein de trucs pour vous, il va vérifier que les packages qui doivent être installés sont installés, il va mettre les configurations qui va bien, il va démarrer les services, et il va souvent utiliser un truc qui s'appelle Factor, dont on parlera plus tard, qui est un petit programme en Ruby. Tout est en Ruby, hein, donc comme tout programme en Ruby, c'est lent. Non, il y a des mecs qui aiment bien Ruby ici? Bon. C'est pas très rapide, on va dire. C'est pas lent, c'est pas très rapide. Donc Factor va en fait donner des faits, des facts sur l'état de la machine, disant moi cette machine a tel IP, elle a tel nom, elle tourne sur telle architecture physique, elle fait je sais pas moi, elle dit plein de choses. Vous allez voir, on pourrait lancer un Factor. Enfin bon, si vous êtes sur cette machine, vous faites yum install parce que 1, vous tournez sur Linux et pas sur Windows. 2, yum parce que c'est sur une base Red Hat. Yum install Factor, et vous avez les faits qui défilent. Ça marche très bien sur Debian, pas de problème. Sur Windows, ça aurait marché, mais j'imagine qu'il faut passer par les trucs de malade pour l'installer, quoi. Et probablement, il faut cliquer. Ce que je déteste faire. Insupportable, je déteste cliquer, moi. Il y a des gens qui m'ont cliqué ici? Il y en a un quand même, ça. Bon, bref, passons. Vue d'ensemble de Puppet. Donc ça, on a parlé de ça déjà. J'ai toujours raconté déjà, en fait. Donc on va passer le slide. Cool, j'en ai gagné un. Factor, super, j'en ai parlé. Donc c'est un outil indépendant. Alors ce qui est important à retenir, c'est que Factor il est local à la machine. Et c'est le réseau de Factor sur l'agent qui va être utilisé par Puppet quand il va exécuter son run. Donc l'intérêt, c'est qu'avec Factor, on peut trouver des informations qui sont variables par essence. Exemple, l'IP de la machine. Si vous avez un IP de la machine quelque part dans vos fiches de configuration, Factor peut vous la donner. Enfin, plutôt que l'IP, parce qu'il y en a plusieurs, c'est la merde, on vous donnera plutôt le FQN, le FQDN, le hostname. J'y arrive. Donc voilà. Et donc tout ça fait office. Donc ce qui est bien avec Factor, c'est que Puppet étant intégré Factor, tout ce que Factor possède et a comme information sur sa machine est directement accessible dans Puppet. Si vous avez un fact qui s'appelle Toto, vous marquez $Toto, boum, vous avez la valeur qui va avec. C'est pratique. Un truc qu'on verra plus tard qui est intéressant, c'est qu'on peut étendre Factor. C'est un peu comme dans le monde Java, on peut toujours faire des plugins, des machins, c'est pareil, en monde Ruby, on peut faire des extensions. On peut étendre avec un microscript Ruby, on peut étendre Factor, c'est pas très compliqué, ça fait 5 lignes. C'est 5 lignes illisibles, mais bon, c'est pas compliqué. De toute façon, on s'en fout parce qu'en fait, les 5 lignes, elles servent à faire une boucle for et dedans, on appelle un exec. Vous en foutez comment le Ruby marche, vous mettez votre exec à l'intérieur, vous mettez votre command shell, là, et là, ça fonctionne. C'est dégueulasse, mais bon.
Dans les faits, vous allez souvent faire ça quand vous allez étendre facteur, vous allez faire, genre typiquement, pareil, vous travaillez avec des trucs sur Red Hat, vous avez un satellite, vous allez peut-être étendre facteur pour publier les trucs satellite dans facteur. En gros, dans les faits, votre FAT, il va appeler une commande shell pour récupérer les trucs et les mettre dans facteur. Donc c'est un point sur lequel je reviendrai. On n'a pas besoin de savoir faire du Ruby pour utiliser Puppet. Ou pire, on a besoin de savoir copier-coller du Ruby. Ça va, tout le monde sait copier-coller du Ruby ici quand même. Donc on peut étendre des faits. Alors par exemple, on peut imaginer avoir un fact qui soit, un fait, qui soit quel est mon rôle? Genre web server, MongoDB, MySQL server. Et du coup, Puppet par rapport à ça pourra faire des choses. On va y revenir plus loin. Alors Puppet gère avec un DSL, Domain Specific Language. Je ne sais pas quel est le français pour ça. Bon, depuis qu'ils ont mis hashtag en français, moi je ne cherche plus à savoir comment on dit les trucs en français. Donc il a un lien avec un langage spécifique, avec une syntaxe particulière, qui, bon, hier j'ai fait un workshop chez Red Hat, en interne, il y a pas mal de consultants infra qui trouvaient la syntaxe imbitable. Moi je trouve que ça va, elle est correcte, quoi, mais bon, passons. L'intérêt de ce DSL, c'est qu'en fait, déjà ça rend indépendant de. Vous pouvez prendre un manifeste de la version 2.1 Puppet, vous le balancez dans une version 3.0, normalement ça, à quelques trucs près ça passe. C'est l'intérêt d'avoir un DSL. Si vous avez collé ça en Ruby, déjà, ah merde, Rubylang marche pas, boum, ça explose, enfin l'enfer. Je sais pas comment les gens qui utilisent Chef, qui est justement codé en Ruby, enfin où on fait du Ruby pour les manifestes, je sais pas comment ils font pour avoir des montées de version de Ruby sans tout péter, mais bon. En l'occurrence, on a un DSL, on est content. Le DSL, il sert à faire quoi? Il sert à décrire des nœuds. Dans mon système, j'ai des machines, donc Toto, Zapata, Bidule, avec des noms de domaine, et leur contenu ou leur état, ce qu'on appelle des ressources. Donc, alors les ressources, c'est tout n'importe quoi. Ça peut être un fichier, ça peut être un service qui tourne, ça peut être un package, ça peut être un hostname. Un hostname, c'est une ressource. Donc l'abstraction est relativement forte dans Puppet. C'est vrai qu'au début, c'est un peu perturbant parce qu'on est un peu là, waouh, comment ça se fait tout ce truc-là? Enfin, c'est quoi un fichier, c'est quoi un service? Mais bon, tout est abstrait, tout est une ressource. Donc néanmoins, le DSL ne rappelle pas Ruby, mais il y a une syntaxe parfois un peu similaire. Il réutilise un mécanisme du langage. Je ne sais pas lesquels, je connais rien à Ruby. Mais bon, il s'en sert. Encore une fois, aucune connaissance du Ruby est nécessaire. C'est un langage déclaratif, il n'y a pas de programmation, on ne fait pas boucle for en Puppet, on ne fait pas de if, on ne manipule pas des listes. On n'a pas vraiment de variable, on a des valeurs en fait. Parce que si vous vous amusez à modifier une variable, elle ne marchera pas, c'est une valeur. Donc si vous êtes à la mode, vous faites du Scala en Java, c'est pareil, vous avez des trucs voilà, fonctionnel, programming, valeur et tout. Trop bien. Immutable. Non, c'est pas trop bien. Il paraît que c'est à la mode. Sérieusement? Non, bon. Langage description. Donc en fait, finalement, c'est un peu comme du XML et du HTML. C'est un peu moins imbitable que du XML ou du HTML. Mais c'est conçu pour décrire un état. Le HTML est conçu pour décrire une page web. Enfin non. À une époque, c'était conçu pour décrire une page web, maintenant, ça décrit des merveilleux trucs. Mais bon, au départ, ça décrit une page web. Et ben ça décrit juste un état de machine. Disons, la machine devrait avoir ça qui tourne dessus normalement. Tiens, j'ai encore mettre un truc. Donc, on décrit en fait l'état souhaité du système. On dit, moi, j'aimerais bien que mon web server, idéalement, il est Apache installé et que Apache tourne. Ça serait bien, sans erreur. Donc, c'est une description qui est très haut niveau. C'est quel service, quel package, éventuellement ce qui ne doit pas être installé. Typiquement, c'est un web server Apache, donc tu es prêt de me virer Nginx, par exemple. Faites plutôt l'inverse, mais bon. Qu'est-ce que je présente comme configuration avec les contenus, etc., etc. L'intérêt, c'est que tout ça est complètement indépendant de l'OS. Ce qui veut dire que c'est extrêmement portable, et qu'une même recette installée, peut-être à part le nom du package, mais une même recette installée qui marche sur RHEL, marchera à tous les coups sur Debian. Parce que quand vous allez dire à Puppet, merci de m'installer le package HTTPD, sur RHEL, il va appeler Yum, et sur Debian, il va appeler apt-get. Et sur Windows, je crois qu'il cherche un MSI. Il est brave, il cherche un MSI. Moi, à sa place, je dirais non, mec, change de système. Bon. Il y a des gens qui utilisent Windows en production. Sérieusement? Je suis super impressionné, moi je ne sais pas comment vous faites. Si vous voulez arrêter d'utiliser Windows, trouvez-moi m'inviter, donnez-moi le clavier sur la tour de production, j'appuierai sur une touche, tout va cracher, et vous pouvez migrer. C'est incroyable, c'est magique. Ok, donc moi ça je l'ai vu, alors j'y croyais pas en fait, c'est pour ça que je fais la conf. J'ai été faire un workshop sur un client qui disait, moi on veut utiliser Puppet pour manipuler du Linux et du AX. On a 5 jours pour faire un workshop. Je me disais, bon super, premier jour j'arrive, ça marche pas, on passe 5 jours à débugger cette merde, et on arrivera à se rendre compte que ça fonctionne pas du tout. Et ben non, en fait, alors c'était ridicule, je suis arrivé le premier jour, on fait le workshop, etc. On arrive au moment où on fait tourner les trucs sur AX, moi j'ai des grosses gouttes de sueur qui tombent. Le vieux admin AX on ses commandes, boum, ça marche. Ah ouais, ça a fonctionné. Putain,
Merde, ça a marché. Alors du coup, ils sont emmerdés parce que je venais 5 jours normalement. L'idée étant qu'on ait 3 jours pour débugger les merdes. Mais en fait, du coup, au bout de 2 jours et demi, on avait fini, quoi. Donc bon, on a bouffé des gaufres. Enfin, on a fait autre truc, hein, mais bon, on n'a pas été à fond dans le sujet, quoi. C'était en hiver, on était tous malades. En bout, il y avait des marchés de Noël. Bon, merde, quoi. Si vous êtes déjà en Allemagne pendant la période de Noël, c'est cool, les marchés de Noël, c'est sympa et tout. On peut partir à 4 heures quand il fait encore jour. Ça veut dire qu'il vous reste un quart d'heure de lumière, profitez-en. Faut que j'arrête de dire des conneries, moi. Bien, qu'est-ce qu'un manifeste? Qu'est-ce qu'un manifeste? Ça, c'est un fichier manifeste. Bon, ça a l'air un peu gruique, mais ça n'est pas tant que ça. Donc, on a un nœud. En fait, c'est tiré de la conf de mon serveur, donc bellaran.ie. Mon nom sur Internet, c'est bellaran. On peut déjà remarquer que mon nœud hérite d'un base node. On peut avoir de l'héritage entre les nœuds, c'est relativement pratique. On peut se définir, par exemple, dans mon base node, j'ai toutes mes merdes, genre mon fichier VI, mon fichier screenrc. Tous ces trucs-là sont dans mon base node. Donc dès que j'ai un serveur que j'admine, j'hérite de base node et je sais que dans mon serveur, j'aurai mon screen, j'aurai mon VI, j'aurai mes commandes Git avec mes configs. Donc si je fais un Git commit et que je fais un Git push, j'aurai marqué mon nom et pas marqué root at master, etc., etc. Donc voilà, on hérite de ça. Après, on a un file, une ressource, un fichier. En fait, c'est un répertoire, c'est var whtml. On voudrait bien qu'il y ait un répertoire qui soit créé, sinon mon serveur aura du mal à démarrer. On aurait bien donc ensure directory. Merci Puppet de faire gaffe que ce truc-là existe et soit un répertoire. Propriétaire et groupe, Nginx, puisque je suis en train d'installer mon serveur web Nginx. Le mode, c'est pour faire plaisir à Puppet, enfin pour faire plaisir à SE Linux probablement. De toute façon, SE Linux, pareil, vous le coupez quand vous rentrez en production. Non, c'est pas un truc qu'on active. Hein. Enfin bon, si on veut que ça marche, quoi. On le laisse souvent moins allumé que le firewall, mais le firewall, vraiment aussi, on le coupe. Hein. Moi, j'aime bien, ça énerve tous mes collègues infra quand je dis ça. Je dis, pour mes trucs à faire pour que ça marche, c'est couper SE Linux, couper le firewall. Plus d'écrit. C'est génial, ça marche bien. Blague à part, quand vous jouez avec Puppet, coupez SE Linux et coupez Epitable avant de vous, pour pas passer des heures à vous dire, mais pourquoi ça marche pas? Spécialement SE Linux. Hein. Typiquement, voilà, quoi. Ça, avec Puppet, ça joue beaucoup. Tout bien, Puppet gère pour vous normalement SE Linux. Donc, c'est-à-dire que si vous lui demandez d'installer un fichier au bon endroit, il va découvrir le bon truc et mettre le bon label. Par contre, si vous vous amusez à demander à Puppet d'exécuter un fichier qui n'est pas au endroit où il doit être, là, SE Linux vous dit non. Et à moins que vous ayez la présence d'esprit d'avoir le truc activé pour voir les erreurs SE Linux passer, vous ne le verrez pas. Vous passerez 1 heure à chercher, ça vous rendra fou. Il y en a qui ont essayé, hein, ils n'ont plus de cheveux. Bref, donc file c'est fait. Package, vous installez un package. Donc là, vous voyez, j'aimerais bien installer Nginx. Alors si je voulais que ce soit méga portable, ça, je le mettrais dans une valeur, histoire de pouvoir le remplacer en passant en paramètres et de le remplacer selon la machine. Donc on va assurer que c'est installé. On va dire, ça c'est hyper important, on va dire, mon package, il a besoin du fichier qui est là. Pourquoi? Parce que Puppet, ce gros con, en gros, votre truc là, votre liste de ressources, il la prend, il fait Jenga, il rescoue tout, bam, il prend dans le hasard. Il dit, je prends celui-là. Alors ce qui est génial, la première fois, vous avez de la chance, parce que parfois il va exécuter file en premier, évidemment. Puis quand vous avez déployé, il va exécuter file après package. Et boum, vous n'avez pas ce qu'il faut. Ou plutôt, il va exécuter service avant package. Du coup, le service va faire « Je démarre Nginx ». Ah, il n'est pas installé. Donc, on a besoin de ce truc à la con pour dire « Puppet, merci de faire ça dans l'ordre ». Donc, généralement, on a un service, parce que ce qu'on veut c'est les services, généralement. Donc, on a Nginx, on dit « Vas-y, assure-toi qu'il démarre ». D'ailleurs, c'est une connerie, il ne devrait pas être running, il devrait être unable. C'est-à-dire démarre quand le serveur crash et reboot, il démarre. Donc, j'ai besoin du package Nginx, sinon je ne peux pas démarrer Nginx. Ok, super. Et Nginx dit, moi j'ai besoin du fichier machin, sinon il n'y aura pas de serveur web. Jusque-là, rien à redire. C'est relativement simple. Alors ça va. Même François, tu y arrives, c'est bon? C'est pas trop quick? Ouais. Ça va, alors c'est bon. Si François y arrive, on va tous y arriver. Qu'est-ce qu'un manifeste? Donc c'est un fichier qui s'appelle .pp. J'ai aucune idée de savoir pourquoi c'est un .pp, mais bon, c'est comme ça. Il y a probablement une raison, hein, mais moi je sais pas pourquoi. Donc dedans, on trouve des nœuds, des nodes, qui sont en fait des noms DNS. Alors, un truc un peu chiant que Puppet par défaut, mais on s'en débarrassera plus tard, il part du principe que vous avez un bon admin qui a mis en place un bon DNS. Ce qui arrive jamais. Mais bon, normalement il part de ce principe-là, donc bon, il part du principe que la machine elle a un nom, que si l'agent demande à résoudre le nom de la machine, il va avoir un bon nom DNS en retour, un fully qualified DNS name, et par rapport à ça, il va installer la configuration. Évidemment, on peut aussi faire des wildcards, on peut dire toutes les machines de .webserver.mondomaine, ça c'est la même configuration, par exemple. On met aussi des ressources à l'intérieur, donc comme je vous l'ai dit, fichier, service, package, cron job, hostname, c'est aussi dedans. Il y a beaucoup de choses. Donc il y a une page Puppet avec tous les types qui sont documentés. Prenez le temps de la lire, ne faites pas comme moi. 2 ans que je fais du Puppet. Et il y a 1 mois et demi, j'ai recodé un module pour rien. J'ai recodé un module, je l'ai publié sur la liste Puppet. Ils m'ont fait, pourquoi tu as publié ça?
Je suis parti avec en pleurant, quoi. Humiliation. Alors, je viens de dire le mot module, on va le réutiliser. Évidemment, vous imaginez bien que si vous commencez à décrire tous vos services dans le même fichier manifeste, le fichier va être absolument ingérable et vous allez peut-être vouloir un peu avoir envie de recycler. Alors, on pourrait faire encore du copier-coller, mais là, c'est mal, on est d'accord. Donc, on va faire des modules pour pouvoir recycler des configurations. Typiquement, vous avez fait une install pour Nginx. Donc, vous avez généralement, alors, c'est pas un code qui est lié à un produit, c'est un code qui est lié à un produit. Donc, c'est là que j'ai commencé à mettre en français, j'ai laissé le C, c'est une horreur. Bref, donc c'est un code qui est lié à un produit, genre ma conf MySQL classique, ma conf Nginx classique. On vérifie, généralement, on fait dedans. Alors, une bonne règle, quand vous écrivez un module Puppet, à la fin, généralement, vous avez ça. Vous avez j'installe un paquet, je déploie un fichier de conf, je démarre un service. Si vous avez plus que ça à l'intérieur du module, si vous faites beaucoup plus de trucs que ça, vous faites mal. Vous avez probablement 2 modules ou un module, enfin, indicateur, si votre module dépasse ces trois niveaux de logique, il y a un problème. Un module contient donc une recette, ce qu'on appelle donc un recipe en anglais, de ce qui doit être installé, quel service doit tourner, avec quelle bonne configuration. L'intérêt de tout ça, c'est qu'encore une fois, comment ça marche dessous est masqué par Puppet. Est-ce que j'appelle la commande service parce que je suis sur Linux, parce que je suis sur RHEL? Est-ce que j'appelle systemd parce que je suis sur Fedora? Est-ce que j'appelle, c'est quoi le truc sur Windows? Il y a un truc pour démarrer sur Windows, bon voilà, ça on s'en fout, il le fait, il se démerde. Donc voilà, on repart sur la conf que j'ai fait à 5 minutes, la conf Nginx, qui n'était pas très compliquée, après tout le monde l'a compris, et on va en faire un module, enfin on va la mettre dans un module et en faire un truc réutilisable. Donc define, alors il y a un truc un peu à la namespace comme en Java, on peut pas être. Donc généralement quand on a un module qui s'appelle Nginx, on préfixe les fonctions dedans, ou les méthodes comme vous voulez, par Nginx. Donc define, Nginx, base install de mon serveur. On lui passe un paramètre docroot. Si on lui passe rien, on prend var HTML comme paramètre par défaut, ça paraît pas con. Pareil, on lui passe un package, par défaut on met Nginx, mais le jour où on veut déployer le même module sur AX, ben on peut passer app-ng3x, enfin bon, ils ont des modules bizarres sur AX, mais bon, voilà. On a le même fonctionnement, on a toujours notre file, maintenant on lui a mis une variable à l'intérieur, on lui a dit, bah maintenant c'est un docroot qui est variable, mais en gros c'est toujours un répertoire. Package, ben, il dépend du package, mais c'est la même chose qu'avant. Et enfin, on démarre le service. Rien à redire. Bon, il s'avère qu'on part du principe que le service est égal au nom du package, ça ne marchera pas ça. Il faudra pas en passer une valeur en plus. Ça ne marchera pas sur AX et sur RHEL. Ok, alors vous allez me dire c'est bien, mais là on balance des répertoires. En fait, on peut même balancer des fichiers, mais enfin, je ne vais pas déployer un fichier de conf pour tous mes serveurs web. Déjà, si j'ai envie qu'ils écoutent sur la RCP externe, j'ai rien à pouvoir changer dans la conf, la RCP ou le hostname pour un truc qui va bien, quoi. Donc, il va falloir un peu variabiliser. Donc, on va pouvoir avoir 2 outils très puissants en Puppet. Alors, vous allez faire la période de temps, on va dire 7 fois sur 10, vous ferez le RB. C'est un truc templating. Donc, vous avez un peu à la mode JSP dans le monde Java ou Cheetah dans le monde Python. Vous avez en gros votre fichier de conf et dedans, vous mettez des variables à certains endroits. Et quand vous êtes vraiment dans la merde, vous avez Ogas qui peut vous aider aussi, mais c'est déjà beaucoup plus gruique. Alors, on va regarder comment ça marche. J'ai encore le temps, c'est bon? Ouais, 25 minutes. C'est bien, je parle vite, donc je peux faire plein de slides, c'est cool. Donc on peut utiliser la template, donc ça permet d'un truc un peu plus dynamique, effectivement, ça permet d'adapter en fait la configuration générique au système cible, et donc on a un langage à base de templating où on peut dire au milieu d'un fichier de conf, on dit track de l'arme variable, boum, bah ça remplace par la variable. On peut faire aussi des petits if. Alors, pour ceux qui ont fait qui a fait des JSP ici? Je peux voir. Putain, oh, tout le monde. Je crois que j'ai jamais écrit une JSP de ma vie, hein, mais bon. En JSP, tout le monde le sait, c'est la porte ouverte à toutes les emmerdes parce que c'est conçu pour faire une boucle for pour afficher un tableau. Mais les mecs commencent à foutre du SQL à l'intérieur, commencent à construire des objets, enfin ça devient vite la merde. Ça veut dire qu'ils ont vu ça dans le code, bon c'est une horreur. Même merde avec ERB. Donc si vous commencez à vous amuser, enfin si vous allez ouvrir un fichier un template et qu'il y a autre chose que var égal et if, vous prenez le mec qui a fait ça par l'oreille, vous lui tirez l'oreille et vous renvoyez le code. Parce que c'est pas à sa place là. S'il faut écrire plus que ça, il faut écrire une extension Puppet. On verra ça plus tard. De même, dans un template, tous les facts sont accessibles. Donc il y a une typo ici aussi, mais bon, $hostname, ça fonctionne. Voilà, le serveur il est là. Donc par exemple, un exemple classique, on veut récupérer le server name, donc ça c'est une variable. Le domaine, on peut l'avoir dans les facts. Je crois qu'on l'a dans les facts. Boum, bah après on peut renommer le fichier de log, comme ça le serveur aura le bon nom. Le truc pratique, c'est ce bout de code là, vous pouvez l'utiliser pour plein de serveurs dans Nginx. En gros, vous pouvez créer plein de vhosts. Et moi maintenant sur ma machine, sur ma Ladybox, je peux créer un vhost à la demande, quoi. Donc quand j'ai un client qui a besoin d'accéder à des fichiers, boum, je lui fais un vhost pour lui, je mets des fichiers pour lui sur le serveur, ça me prend 2 secondes.
c'est une copie conforme de ce qui reste là-bas, c'est maintenu, le jour où je le vire, Puppet l'enlève pas quand je le vire, mais bon. Voilà, enfin c'est bien géré, quoi. L'autre solution, il y a des trucs que vous ne pouvez pas modifier. Vous n'allez pas vous amuser à modifier des fichiers dans ETC sysconfig ou dans ETC ftab. Vous ne pouvez pas servir par un template le contenu des fstab. Par contre, vous allez bien dire, dans toute ma machine, j'aimerais bien que le montage Ouais, alors, dans la réalité, le montage NFS, idéalement un truc plus moderne, soit intégré dans fstab par défaut, puis avec les paramètres là, qui font que si jamais il n'arrive pas à monter, le serveur ne démarre pas, c'est plus drôle. Bref, et on va pas servir le fichier comme un template. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On utilise OGAS. Alors, si quelqu'un sait comment on prononce ce truc, théoriquement, en fait, en français, c'est OGIAS, parce que c'est OGAS des écuries d'OGIAS. Donc, on va dire OGIAS. Donc, vous utilisez OGIAS. Et en fait, ce truc va lire n'importe quel fichier de conf et vous l'exploser comme une sorte d'arbre. Un peu comme un AST, enfin un arbre, quoi. Et après, vous allez lui dire, je me mets dans ce niveau-là dans l'arbre et je voudrais rajouter cette valeur. C'est assez gruique, hein. Je ne montre pas à quoi ça ressemble, c'est vraiment gruique. À regarder, c'est pas très très propre. Donc c'est moins user-friendly. Moi, je vous conseille plutôt les templates, mais bon, parfois, vous n'aurez pas le choix, donc faites à ce moment-là, faites du OGS, quoi. Alors, s'il y a des mecs qui ont vraiment fait de la mine de production ici, depuis que j'ai parlé du fichier manifeste avec toutes les machines, le mec se dit, j'ai 400 machines, je vais pas y arriver. Donc il pleure. Et heureusement, Puppet a une notion de external not classifier. C'est bien parce que j'ai fait un lab en interne hier, un mec qui m'a montré ça, donc du coup je vous le montre. Sinon je vous l'avais pas eu, quoi. Bref. Mais j'ai une manière de faire, moi, en fait. Moi je viens du cloud, donc j'ai une manière comme moi différente de gérer cette problématique-là. Néanmoins, on peut donc, en gros, ce qu'on va faire, c'est qu'on va avoir un petit script externe ou un appel LDAP vers autre chose en disant « Salut, voilà le nom de la machine ». Et dans cet outil externe, qui peut être un LDAP ou juste un shell, on va renvoyer sous forme de YAML la configuration que la machine doit avoir. En lui disant, alors cette machine-là devrait avoir un web server, devrait avoir tel user de créer, devrait avoir tel droit pour tel fichier, etc. Et après, Puppet va faire son boulot. Donc, comme marqué sur l'écran, ça peut être un bad shell. Ça, c'est bien pour faire des exemples. Ou alors, si vous avez un système un peu ancien. En fait, un bon exemple de shell, c'est que vous avez encore un petit système informatique dans votre boîte, sur 40 machines, géré un peu à la main, et le mec, il a un fichier Excel avec toutes les machines et l'information qui vont bien dessus. On peut imaginer faire un truc un peu gruique avec un export CSV et un shell qui parse ça. Bon, c'est mieux de faire appel à un LDAP. En plus, peut pas être bien avec un schéma qui est fourni. Ça te botte le fichier CSV? Tu kiffes? Je t'ai reconnu là, François. Je savais bien ce qu'il ferait, quoi. Donc il y a un LDAP, il y a un schéma fourni, donc vous dans le LDAP, ça crée une arborescence, c'est la fête. On peut mettre les machines, ça marche tout seul. C'est vraiment bon. La bonne solution, c'est LDAP. Alors base de NoSQL, ça marche aussi. J'ai mis un bad smiley parce que j'aime pas base de NoSQL. Donc voilà, ou du NoSQL, c'est à la mode ça. C'est cool ça. Qui a mis en place du NoSQL ici? Genre MongoDB, CoachDB, ce que vous voulez. Sans NoSQL, c'est tout, hein, ok. Oh, quand même, ça commence à arriver, ouais, c'est bien. C'est cool, hein, c'est cool. Bien, passons. Si vraiment vous partez de zéro, jetez un coup d'œil à ce truc qui s'appelle Hiera, qui vient du monde Puppet. Parce que Hiera, en fait, est conçu pour ça. C'est une base de données hiérarchique. Donc c'est un LDAP, mais un peu moins. Le LDAP, quand on met du hiérarchique dans du LDAP, c'est un peu un hack, quoi. Un LDAP, c'est là pour stocker des users, des droits. Et effectivement, c'est un truc hiérarchique. Donc si on veut stocker, par exemple, du XML, on pourrait stocker du XML dans un LDAP. C'est une très bonne idée. Faites ça. Faites ça. Allez, j'imagine le bonheur en termes de performance. Un gros truc en Java qui va susciter dans le LDAP du XML et qui désérialise. Ça must be. Faites ça. Elle n'est pas encore sortie, mais il y a une petite conf que j'ai vue aux US très marrante d'un mec qui explique comment on peut rendre une situation foireuse sur un client absolument terrible. Je pense que ça peut faire des trucs à faire. En tout cas, si vous avez besoin de faire un truc hiérarchique, jetez un coup d'œil à Hiera, ça serait bien avec Puppet. C'est fait par le mec, je crois que c'est codé par le même mec qui fait M-Collective, donc ça va plutôt être bien. Voilà. Allez plus loin. Donc là, je vais vous donner quelques best practices, parce que bon, après tout, on sait bien que ce qui compte, c'est les best practices. Même si vraiment, ça ne sert pas pour ça. Bref, donc comment faire si? Alors j'ai une recette qui marchait bien sur mon RHEL, on m'a recollé du AX, je la déploie, ça marche pas. Mais ça marchait bien sur RHEL. Comment je peux faire? Il y a une structure de case en Puppet pour dire case operating system AX, je fais ça, case operating system RHEL, je fais ça. On pourrait reprendre le module tout à l'heure que j'avais montré avec le passage du package en disant on va pas faire comme ça, on va se faire un case à l'intérieur du module, on va dire si je suis sur AX, j'installe ce package là. Si je suis sur RHEL, je fais ce package-là. Et du coup, on masque cette complexité par rapport au mec qui appelle. Moi, je serais plus simple de passer dans le package, mais bon, c'est une question de coût. Alors, j'ai regardé partout, et il n'y a pas de ressource Puppet pour mon truc à moi. Je voulais faire un truc, il n'y a pas ce qu'il faut. Alors, vérifiez encore une fois, pas comme moi.
On voyait pas glorieusement un peu, vous pouvez regarder, vous pouvez googler ça, hein, dans l'imix de Puppet, vous trouverez un truc genre, ouais, j'ai créé un module hostname. Et 2 mails d'affilée, loser, il y en a un qui existe déjà. Ils ont pas dit loser, ils m'ont dit, mais pourquoi t'as fait ça, quoi? Et ouais, bon, bref, j'avais pas réussi à googler, hein. Donc vérifiez encore une fois qu'il n'y a pas un truc qui existe. Si vraiment vous ne trouvez pas et que c'est compliqué, alors si c'est simple, si c'est genre Nginx, setup, ça, faites-le, faites-vous un module maison, ça sera beaucoup plus simple à maintenir. Si c'est un peu compliqué, un bon usage, c'est que vous avez un module pour démarrer MySQL, donc ça démarre MySQL, ça le configure, et un mec arrive, il vous dit, tu pourrais créer par défaut des bases. Peut-être la créer des bases par défaut, il n'y a pas trop de trucs pour faire ça, quoi. Mais il y a un mec qui connaît un module qui le fait. En fait, le problème de Puppet Lab, enfin de Puppet Forge, c'est qu'il y a plein de mecs qui ont connaît plein de modules pour le faire. À vous de trouver le bon. Alors Puppet Lab a annoncé qu'ils allaient nettoyer du Puppet Forge, qu'ils allaient virer les modules foireux, qu'ils allaient faire un peu de code de qualité. Mais pour l'instant, Puppet Forge, c'est pas du niveau de CEPAN, hein, donc c'est vous allez dedans et puis c'est un peu la foire. Voilà, c'est pas la cathédrale, c'est la foire, quoi. Mais il y a probablement un mec qui connaît tout ce que vous avez besoin. Vous regardez dans Puppet Module, hop, vous récupérez le module et ça le fait. Et bon, dernier cas ultime, vous n'avez pas de truc qui fait ça. Vous pouvez toujours faire une extension. J'ai mis un lien vers un truc que j'ai fait. Il n'y a pas de module pour gérer TuneD. Alors TuneD, je ne sais pas si tout le monde connaît TuneD. Sur RHEL, c'est un truc qui permet de tuner son kernel. Vous faites TuneD, laptop en gros, et il dit ah t'es sur un laptop, donc je vais modifier le kernel pour économiser la batterie, je vais améliorer les trucs ici pour que ça soit plutôt voilà batterie save. Ou alors vous faites TuneD throughput et là il dit ok c'est un serveur, donc là je mets le MTU à mort et puis ça va gicler, quoi. Enfin idéalement. Et bon, c'est pratique, en tout cas, moi j'aime bien, et je voulais foutre ça dans mon Puppet pour pouvoir tuner les machines tranquillement. Il n'y avait pas d'intégration, donc j'avais commencé à faire un exec, c'est une mauvaise idée, ne faites jamais un exec. Enfin, un exec, c'est un truc qui permet de lancer une commande avec Puppet. Puppet va lancer une commande pour vous. Généralement, quand vous commencez à écrire un exec, c'est une mauvaise idée. Bon, parfois vous allez devoir le laisser, et si vous faites un exec qui marche et que c'était une bonne idée, recodez-le en forme d'extension. C'est mille fois plus propre. Bref, donc voilà, si vous voulez avoir, enfin, l'avantage de ce truc-là, c'est que c'est probablement l'extension la plus petite du monde. Donc, vous pouvez très bien vous servir comme un modèle. En gros, vous connaissez ça. Vous virez ma commande TuneD, vous mettez votre commande TuneD, vous déployez, puis c'est bon, ça marche, quoi. Voilà, c'est pratique. Conclusion sur Puppet. J'ai encore un peu de temps, bah, c'est cool. Non, là, ça s'appelle un stab mal foutu. J'avais pas fini les comment faire. Ok, ça va. Je crois que c'est des stabs bien buggés quand même. Je m'excuse. Comment faire si? Donc, il reste un dernier cas possible. Bah, on revient à la même conclusion en fait. C'est je commence à faire un truc, alors j'ai 3 execs qui s'imbriquent, je déploie 5 fichiers, je passe... Non, ça, on s'arrête. Si vous faites ça, c'est trop compliqué, ça n'a pas sa place. Faites une extension. C'est pas choquant de faire une extension Puppet. On n'est pas des milliards, commencez pas à avoir des plugins partout, c'est une mauvaise idée. Mais par exemple, vous avez un produit maison, vous avez un truc, un bousin propriétaire pas intégré par la communauté, qui fait appel à des commandes un peu gruiques, probablement qu'avoir une extension est la meilleure façon de gérer le truc. Donc maintenant, conclusion. Voilà. Un super truc de Puppet. Est-ce qu'il y a des managers dans la pièce? Des mecs qui managent des ressources? Personne? 2? 3? Bon, si vous managez des admins de production, c'est là où vous allez vous dire j'ai bien fait venir à cette conférence. Le truc qui est génial avec Puppet, c'est que vous avez 3 admins AX qui grognent dans un coin, qui s'engueulent avec les admins Linux qui sont dans un autre coin, et vous êtes là en disant, on vous dit, tu peux recruter un mec cette année, vous dites, tiens, je recrute qui, quoi? Je prends un mec AX, je prends un mec Linux. Il y a 300 serveurs à gauche, 300 serveurs à droite. Bon, je peux tirer comme ça, avec une pièce. Bah non, tu recrutes un mec qui fait du Puppet. Et maintenant, d'ailleurs, tu recrutes que des mecs qui font du Puppet. Comme ça, eux, ils vont gérer les problèmes généraux de toutes les machines. Et le jour où, en fait, la conf marchera pas sur AX, probablement qu'elle pourra être redéployée par Puppet. Probablement que le mec, il n'aura pas besoin de savoir comment AX marche. Il dira, bah attends, je modifie la conf de HTTPD dans le truc, et hop, Puppet le réinstalle, et ça marche. Et du coup, vous retrouvez une équipe qui était composée de 3 mecs AX, 3 mecs Linux, bah vous les remplacez par 6 mecs Puppet et éventuellement un mec expert Linux ou un mec expert AX pour gérer les cas vraiment particuliers. Et votre équipe va vivre beaucoup mieux. Autre truc, si vous ouvrez aujourd'hui une annonce en disant je veux recruter un admin AX, les profils que vous aurez, c'est des vieux mecs, des vieux gribouts de dernier truc, dont vous ne pouvez pas faire grand chose à part des admins AX. Désolé pour les admins AX, hein, mais. Et honnêtement, je pense que le monde Linux ou le monde Unix, c'est pas forcément mieux loti. Puppet, c'est un truc qui peut amuser les jeunes. Un truc, vous pouvez faire un stage Puppet, vous pouvez recruter des mecs nouveaux pour Puppet, des gens, voilà, ça l'intéresse, parce que eux, c'est une technologie intéressante et nouvelle, et en plus, eux, s'ils passent chez vous et qu'ils font Puppet pendant 2 ans, après, ils peuvent se vendre sur le marché. Si je rentre chez vous et que je fais du AX pendant 2 ans, dans 2 ans, je suis mort. Hein. Enfin, grosso modo, j'irai mendier un peu d'argent à Devox, vous pouvez même payer un peu pour, sinon ma carrière est foutue, quoi. De toute façon, dans 2 ans, il n'y aura plus d'AX, généralement. Bien, il n'y aura que du RHEL partout.
Exemple de gens qui utilisent ça. Bah, Netflix. Qui connaît Netflix ici? Qui est cool. Bon, alors pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une chaîne de c'est une sorte de télévision en ligne aux US. Bon, ils sont très connus parce que c'est eux qui ont commencé en premier à utiliser Amazon et à bloguer dessus. Et c'est grâce à Amazon qu'ils tiennent des supercharges. Donc ils ont tout à base. Alors ils ont du chef, pas du Puppet. Désolé, c'est du chef, mais c'est la même logique. Eux, ce qu'ils ont, c'est qu'ils ont tout à base donc de chef. Et dès l'instant une machine démarre, enfin quand ils veulent créer une machine, quand ils veulent le scaler, enfin, quand ils veulent le monter en charge, ils démarrent une machine, enfin une image mère, qui est généralement produite par Cobbler, un truc dans le genre. Puis ils lancent leur chef, ou Puppet dans notre cas, qui customise la machine, et hop, à la fin de ce truc-là, la machine est démarrée, configurée, et hop, ils la mettent dans leur, enfin, elle apparaît dans leur cloud. Et comme ça, ils scalent, ils démarrent par machines qui sont customisées, puis quand ils scalent down, ce qu'ils font juste, c'est qu'ils disent, on va virer les machines les plus vieilles. L'intérêt de tout ça, c'est que, grosso modo, après 3 jours, 2 jours, il n'y a pas de serveur qui n'a pas été recréé depuis zéro depuis 3 jours. Donc tout le monde, toutes les machines sont dans un état state of the art. Vous n'avez pas cette machine qui tourne depuis 4 mois, qu'un mec a été hacké à la main, où il y a un bug qui traîne. Vous n'avez pas, ah ouais, mais attends, le serveur baba, machin, il n'utilise pas la configuration qu'on avait corrigée pour ça. Non, non, tout est à jour. Et le truc, c'est, hey, il y a un bug bizarre, cette machine, je sais pas ce qui se passe, mais elle marche pas. Rien à foutre, flingue-la. Flingue-la, enfin, ça coûte 2 secondes de recréer ça, flingue-la. Si jamais, effectivement, ça réapparaît avec les spells, on s'inquiétera. Mais dans l'ensemble, les petits problèmes de configuration, la machine machin, mais on s'en fout, on la flingue. Même sur du hardware. Oh, ça déconne. Bon, attends, laisse tomber. On va réinstaller la machine à 5h vendredi, on repasse Puppet dessus, la con sera d'équerre, et puis boum. Ça, ouais, il y a Bob qui a été débugué un truc sur la machine, ça marchait plus, bon, ok. C'est quand même chouette parce que plutôt que vous emmerder à régler des problèmes hyper particuliers à la con, du genre, ah ouais, alors Bob est passé par là, il a installé un package typique, quoi. Bob c'est le développeur. Il arrive, il veut débugger un truc. Il installe un package, genre Tree ou Vim ou whatever, et le package traîne une dépendance qui fait péter notre binaire. Vous voulez pas débugger ça, ça sert à rien, quoi. Vous avez passé 2 heures à vous rendre compte qu'il a fait ça, c'est insupportable. Ou alors, Bob, pour déconner, il avait le route, il a fait un 4 dans le fichier boot, le machine ne démarre plus, vous voulez pas vous amuser à décoller ça. Quoi, vous l'avez jamais fait ça? Le truc qui est fun, c'est le Vim. Avant qu'on vire entièrement une idée partout, hein, Vim, ETC init, vous mettez le niveau de reboot là, à 6. Donc, le mec démarre la machine, hop, elle démarre, elle reboot, elle démarre, elle reboot. Génial. Super bug à faire. Faites ça, le machine de prod, 5 heures, vendredi en partant en vacances. Génial. Génial. Non, bref. Donc, vous voulez pas débugger ça non plus. Bon, le coup du reboot, vous allez voir, ouais, d'accord, ouais, bon. Sinon, c'est chiant. Vous ne débuguez pas, vous réinstallez. Et si ça marche après avoir installé, très bien, on s'en branle. Ok, Puppet, c'est un écosystème. Écosystème bleu. Putain, c'est une catastrophe. Gepetto. Alors, bon, moi, pour coller Puppet, j'utilise VI, parce que je suis un homme, un vrai. Voilà. Est-ce qu'il y a des filles dans l'assistance? Ouais, bon, désolé, hein. Si vous n'êtes pas un homme vrai ou si vous aimez bien les trucs qui cliquent et qui brillent, vous avez un super IDE, vous avez un plugin pour Eclipse, c'est un super IDE. 10 des gens qui s'en servent, je n'ai jamais démarré, mais il paraît que c'est bien. Bon, vous avez Yara que je vous ai évoqué, je vais pas revenir dessus. Il y a un truc qui est apparu qui s'appelle PuppetDB. Alors PuppetDB, j'ai pas tout compris encore à comment ça marche, mais grosso modo, l'idée c'est qu'en fait PuppetDB, c'est là où on va demander à Puppet de stocker toutes les informations qu'il a, parce que comme il installe plein de trucs, il sait plein de trucs sur les machines, il sait qui est un web server, quel port utilise le web server, il sait quels VO sont déployés, etc. Donc il va tout ramasser et tout publier en PuppetDB, histoire que votre Nagios, ah non, en France c'est pas Nagios, c'est Shinken. C'est le fork de Nagios, c'est Shinken en France. Vous traversez le Rhin, c'est Insinga. Les mecs n'ont pas respect d'accord, je sais pas pourquoi. Bon, votre truc de monitoring va se connecter sur PuppetD, hop, récupérer les informations. Et un peu de manière dynamique va récupérer tout et en gros vous démarrez la machine, Puppet l'installe, Puppet récupère l'information et boum le monitoring se rend compte qu'il y a une machine et puis hop il dit c'est bon je la monitor. M-Collectif que j'aime bien qu'on va aborder brièvement malheureusement parce que il reste plus que 9 minutes et puis j'ai pas eu le temps il fallait que je parle de tout ça avant d'y arriver donc malheureusement on va faire court sur M-Collectif. Mais bon, alors M-Collectif c'est un projet qui veut dire marionnette collective qui a été développé par alors j'ai oublié la licence qui a été développé par Harry Pinard. C'est pas un pinard au sens 20, hein, c'est son nom. Il est indien. Un mec assez brillant. C'est pas lui qui a été racheté, sa boîte a été rachetée, mais j'ai pas googlé le nom de la boîte. Contrairement à ce qu'on m'avait dit, le réseau speaker ne marchait pas très très bien. Mais passons. Donc bref, sa boîte a été rachetée à Puppet il y a 2 ans. Et ils ont intégré M-Collective à leur suite logicielle. Ce qu'il faut retenir, c'est ce qu'il y a écrit entre guillemets, c'est un bus de communication synchrone en fait. Ce que ça vous offre M-Collective, c'est vous n'avez pas de machine sur Puppet, et on vous dit demain, oh putain, il y a une merde sur les serveurs web,
Bon, c'est bon, là, hier, on a pushé avec Satellite, on a corrigé le fixe, mais il faut redémarrer les serveurs partout. Vous en avez 143. Bon, alors, soit vous dites, chef, c'est bon, je suis dévié comme mec. Je vais rester de nuit, je vais démarrer un par un. Bon, vous faites du boucle feu avec un SSH et puis vous barrez au bout d'une heure. Non, enfin, bon. Le problème, c'est que la boucle feu avec SSH, elle pourrit un peu les connexions réseau, c'est compliqué à faire, etc., c'est galère. Non, vous avez même collective, vous dites M collective, trouve-moi toutes les machines qui utilisent ce web server. On peut filtrer les appels M collective avec les facts. Donc, si vous avez un fact role qui dit web server, vous filtrez par web server et vous dites M collective, balance-moi toutes les commandes sur toutes ces machines-là. Et donc, vous faites un service restart de Nginx partout. Et boum, il le fait. Et il le fait de manière asynchrone. En fait, alors c'est marrant, c'est la première fois que je vois un produit Java dans un produit open source, enfin un vrai produit open source, pas un truc issu de Sun ou de JBoss. M collective, non, c'est vrai, enfin un truc vraiment communautaire. Ben, ils utilisent Apache MQ. Apache MQ, je connais pas très bien, mais il paraît que c'est bien. Je crois qu'on l'a racheté plus ou moins, donc ça va être bien. Enfin, on a racheté flux source, donc ça va être dedans. Et en fait, c'est une pile de messages. Et grosso modo, il dit, ben, machine console, il faudra faire ça. Les agents, quand ils ont le temps, pas quand vous venez comme un connard et votre commande SSH les emmerder, mais les machines, quand elles ont le temps de pouvoir exécuter l'agent, elles se connectent au serveur de même collective, elles récupèrent un message, elles font le boulot et elles publient un message pour dire si je suis arrivé ou pas. C'est un modèle qui va scaler 1000 fois mieux, enfin, qui va tenir la charge 1000 fois mieux qu'un truc synchrone. Donc voilà. Je crois que l'équivalent, il y a des gens qui utilisent Rundeck. Je connais que de nom. Il y a Rundeck qui fait ça, d'autres trucs qui font ça. Moi, je préfère M collective, ça serait plus sympa. Donc voilà, c'était pour M collective. Parfait, je crois que j'ai fini. Ouais, question-réponse. Ouais, alors un slide, 2 secondes, j'ai encore. Il y a 7 minutes, je montre un slide et après on fait des questions-réponses. Si vous êtes dans le code, vous allez me dire, t'es gentil avec tes trucs de nom DNS là, mais on va pas stocker dans un external node classifier tous nos nœuds. Vous aimez bien que dans le cloud, dans Amazon ou dans OpenShift, vous démarrez dans tous les sens, vous les coupez dans tous les sens. Vous n'avez pas envie d'avoir un truc qui maintient une base de données du nœud qui était démarré il y a 5 jours et qui n'est plus là. Donc une solution super simple, c'est de faire en fait des nœuds génériques, donc de faire ce que j'ai marqué en bas à droite. C'est de définir un fact role que vous mettez dans la machine au moment où vous la créez. Quand votre cobbler, votre machin crée la machine, vous mettez, boum, toi tu seras un web server, mon fils. Hop, et vous envoyez. Et du coup, vous avez, en gros, vous avez dans la définition générale de Puppet, vous avez un nœud défaut, nœud default. Il y a ça dedans, et selon le fact, vous créez les machines. Et là, vous êtes comment libéré des problèmes de DNS, vous vous en foutez du nom de DNS de la machine, vous oubliez ça. Du coup, si l'admin a foiré la configuration DNS, vous vous en occupez pas. DNS comme NTP sont les deux meilleurs moyens de flinguer un système. Vous voulez flinguer une prod, jouez avec NTP et DNS. Je sais, je l'ai fait. C'est pas une blague. Hein. Alors, ne jamais déployer 2 DNS différents dans un système. C'est pas... Parce que ce qui se passe, c'est que vous allez mettre le premier le plus proche avant le second, donc il va aller vite au premier, mais après il fera un reverse lookup, et là il ira dans le second, et ça marche pas. Du coup, c'est très lent en fait. Vous arrivez à une situation où c'est toujours le plus lent qui est appelé. Passons. Il reste 5 minutes, questions-réponses, si vous en avez. Ouais. Ouais. Puis après, je me rends compte que c'est pas ce qui me plaît. Après, je vais sur GitHub. Ouais. Sur GitHub. Je me rends compte qu'il y a un truc qui fait ce que je veux. Puis après, je vais à un autre besoin. Donc, il y a un truc il y a un mec qui a forqué le truc Ouais. qui a ajouté la fonctionnalité. Puis je donne une deuxième fonctionnalité. Il y a un autre mec qui a fait un autre fork. Ouais. La fonctionnalité. Et là, je me retrouve, du coup, moi, je vais faire mon fork à moi pour récupérer les fonctionnalités partout. Et en fait, du coup, je me retrouve avec des submodules kits dans tous les sens. C'est face à la jungle complète. Ouais, effectivement, je vois le genre. Hein. Donc, est-ce qu'il y a un espèce de bon moyen recommandé de faire tout ça? Moi, je ferai pas du fork, je ferai du copier-coller en fait. À partir du moment où il y a 2 modules qui, je dirais, ok, bah, je prends vos trucs là, machin, je fais ma sauce, je les republie. Éventuellement, si j'ai fait des fixes, je les repousse vers les mecs. Mais je me ferai un module propre en disant, salut, mon module, il est tiré de ces 2 mecs-là. Mais bon, j'ai fait le merge moi-même et je fais une branche à part parce que c'est sûr que, enfin, maintenir ça avec Git, oui, techniquement, Git, il peut faire des méta-merges, tu peux récupérer dans la première modification du mec des fixes, mais enfin, c'est l'horreur, quoi. Enfin, ça me paraît vraiment pas une stratégie viable. Idéalement, en fait, la bonne réponse serait probablement d'attendre que Puppet Labs nettoie un peu Puppet Forge. Et à ce moment-là, éventuellement pousser un peu et dire ouais, machin, bidule, mais bon. C'est pas, ouais, là, il n'y a pas de bonne solution. D'autres questions? Ouais. Une question, c'est imagine, tu as un gros parc informatique, genre 10 000 serveurs. Donc, comment on fait pour commencer avec Chef? Est-ce que tu peux, par exemple, reverse engineer, dire à Chef, Puppet. Ouais. est-ce que tu peux dire à Puppet, scanne-moi cette partie-là et génère-moi des fichiers, je vois qu'il y a un Apache, je vois qu'il y a un machin, je Ah. vois qu'il y a un truc, je te l'écris.
heureusement non, parce que ça serait vraiment compliqué à faire, mais logiquement, en fait, ouais, alors reverse engineer, c'est compliqué. Non, il vaudrait mieux plutôt commencer par une approche plutôt simple en disant je prends un bout du parc, ça je le mets sur Puppet, et puis progressivement je nettoie comme ça. Je vois mal comment tu pourrais générer une méga base de données, à un moment donné tu pourrais probablement remplir PuppetDB, il faudra regarder ce que PuppetDB peut faire, mais je vois mal comment... Pas forcément sur la totalité, mais dire, bon, je prends les 50 machines, je sais que c'est telle application, machin, etc. Et par contre, ça peut être un peu complexe, les serveurs sont un peu hétérogènes, tu parles d'hétérogénéité, c'est un peu le cas. Ouais, c'est un peu hétérogène, ouais. Et je dis, bah, généralement, un premier jet, au moins que je vois la tronche de ça, et je commence un peu à t'appliquer à partir de ça pour éviter de... Alors, je connais rien out of the box. Je me demande si PuppetDB peut pas faire un truc pour toi. Ouais. Je pense que ça vaut le coup de balancer un mail sur la mailing de Puppet User, voir ce qu'ils disent. Je suis pas sûr qu'on ait des trucs. Après, ça dépend aussi de ce qui existe. Si tu as du Cobbler ou tu as un truc comme ça qui est installé, tu auras probablement déjà des informations stockées quelque part. Là, ça sort vraiment du périmètre de tout que je connais moi en fait, parce que je suis vraiment. C'est pour ça que j'ai fait un truc sur l'écosystème, parce que je connais mal l'écosystème en fait. Mais ouais. Mais bon, effectivement, c'est une problématique qui est assez courante. D'autres questions? Oh là, plein. Toi? S'il y a des problèmes ou si ça marche bien dans le cas de la diffusion sur des tablettes qui seraient nomades sur Internet. Alors moi, je ferais pas ça avec un Puppet Master, je ferais ça avec un Puppet local qui tournerait une cron table locale sur le terminal et qui appliquerait un manifeste local qui peut être maintenu à coup de GitHub. Tu fais un coup de git pull. Tu mets une copie de ton manifeste pour ton mobile. Tu dis voilà, j'ai ma copie dans mon Git, j'ai mon module sur mon téléphone, et dès que j'ai un peu de réseau, boum, je fais un git pull pour vérifier que le serveur central n'a pas mis des nouvelles. Ah, il m'a mis, je suis différent par rapport à lui, donc là je fais un Puppet apply. Je suis pas expert en mobile, il y a probablement des meilleures solutions. Moi, c'est comme ça que je ferais. Si on me dit rien, je fais comme ça. Je pense pas ne pas avoir un Puppet Master qui tourne quelque part sur Internet que les mobiles vont accéder. Ça me paraît être une catastrophe. Mais sinon, à part ça, ça doit bien marcher. Hein. Si c'était des perfs de Ruby. Il paraît que sur JRuby, Ruby est plus rapide. C'est sûr, c'est génial, je suis content. Ouais. C'est quand même fort, quoi. Genre, Java rend un truc plus rapide, quoi. Génial. Il y avait des questions au fond. Alors, au fond, et après à toi à gauche. Est-ce que tu testes tes modules Puppet et ton ensemble de recettes? Et si oui, comment? Tu peux le faire avec AirSpec. C'est vite gruique à faire. C'est vraiment, il faut vraiment être fan de TDD. Ouais, c'est bien à faire. Enfin, les extensions, faut vraiment faire des tests unitaires, c'est pas mal. Les manifestes, c'est vite compliqué. C'est vite compliqué. Vous allez écrire un module de 10 lignes et écrire 40 lignes de tests, quoi. Et moi, c'est bien les tests unitaires dans le monde Java ou dans le monde développement, mais pour Puppet, c'est vraiment pas. Enfin, si vous avez le temps, faites-le, quoi. Mais je ne dirais pas en arrivant chez quelqu'un, ah, vous n'avez pas de test unitaire Puppet, c'est mal. Je dirais, ah bon, vous n'avez pas le temps de le faire, je comprends. Voilà. Mais on peut le faire, hein, il y a ce qu'il faut. Hein. Ouais. Ouais. M-Collective. Tu peux imaginer avoir M-Collective. En fait, M-Collective peut lancer des Puppet Run. Donc tu peux avoir M-Collective disant bon, ok, là je vais installer une nouvelle application, donc je vais installer mon serveur JBoss en frontal ici, boum. En même temps, je gère une dépendance en installant en même temps la base de données qui va bien. Je récupère les facts, je vérifie que la connexion fonctionne avec la base, etc. Ouais, tu peux faire ça comme ça. En fait, je me suis arrêté à ce moment-là dans l'ancienne boîte où je travaillais. Je suis parti chez Red à ce moment-là, mais en gros, on est arrivé à on va devoir gérer les dépendances intersystèmes et on va le faire à coup d'M-Collective. Et à mon avis, aujourd'hui, tu fais du M-Collective avec du PuppetDB et tout ce qu'il faut pour le faire. Bon, ouais, mon temps est fini, mais vas-y, ouais. Ouais. Alors oui, mais je suis absolument nul à chier en sécurité, spécialement en Puppet, donc oui, il y a moyen de le faire. Mais en fait, moi, je le mettrais pas en Puppet, en fait. Les mots de passe, faut pas les foutre dans Puppet, faut vraiment les externaliser dans un LDAP, dans un machin. Mais si tu dois le faire, si t'as vraiment un truc pourri où il faut coder un fichier, tu peux le chiffrer, etc. Bon, c'est pas incassable, mais ça fonctionne. Bon, techniquement, j'ai fini, mais si vous avez des questions, vous pouvez toujours les poser. Hein. Et sinon, on peut aller boire des bières. Enfin, c'est le principe, je crois. Merci.